Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Cette émission, comme vous le savez déjà, est un espace de découverte et c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Nous nous trouvons de nouveau à la Station des Arts de Thetford afin de rencontrer cette fois M. Luc Privé, avec qui nous allons nous entretenir de son art très original et de l'exposition qui présente actuellement ses œuvres ici à la Station des Arts. Bonjour Luc. Bonjour Guy. Ça va bien aujourd'hui? Très, très bien. Merci de m'accueillir. Parfait. C'est un plaisir de te rencontrer, je dirais. En tant que créateur, comment décririez-vous l'exposition Appalaches verniculaire? Bien, je dirais que c'était ma volonté de créer un corpus de photographies qui font en sorte que les gens, quand ils vont arriver, vont pouvoir se retrouver dans une ambiance qu'ils connaissent, mais quand même avec un sentiment un petit peu singulier. Je voulais créer une ambiance particulière. Je voulais que les gens soient surpris de leur région. Il y a une portion peut-être de déjà vu, mais il y a une autre portion qu'on va en traiter plus amplement. Mais c'est sûr quand on regarde vos œuvres, ça relate un paquet de souvenirs, effectivement. Une mémoire ancienne, finalement, d'une certaine façon, mais avec des aspects quand même très nouveaux aussi. Donc, il y a une belle alliance à ce niveau-là, je crois bien. Merci. Comment ce projet a-t-il germé dans votre esprit? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aime beaucoup la photographie. Je me passionne de l'histoire de la photographie. Et j'avais le goût de faire une série photographique. Okay. Et puis, comme je ne voyage pas, je me suis dit, ben, j'ai pas le choix, il faut que j'utilise ce qui est autour de nous. Ouais. Et puis, je me suis dit, ma région, c'est une opportunité qui est là. J'ai décidé de saisir cette opportunité-là. Et puis, d'un autre côté, je suis un passionné de vieille photographie. Okay. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour justifier ma collection, hein, parce que j'achète ou les gens m'offrent souvent des photographies parce qu'ils savent que j'aime tellement ça. Qu'est-ce que je ferais bien pour faire quelque chose d'un peu particulier à ce niveau-là, que je puisse aussi partager les choses que les gens m'ont partagées au fil du temps, que je puisse leur montrer un petit peu qu'est-ce que je fais avec ça. C'est une belle opportunité pour moi. Parfait. Est-ce que le projet a évolué en cours de création ou c'était vraiment... Le projet de base, c'est ce qui s'est concrétisé finalement? Bien, je dirais que de base, c'est resté sensiblement comme j'avais convenu dès le départ, sauf que je suis quand même quelqu'un qui est assez opportuniste. J'ai rajouté beaucoup de détails. J'ai rajouté des fois une façon de faire un peu différente au fil du temps parce que les technologies évoluent quand même assez rapidement. On ajoute... moi, j'aime utiliser les outils, j'aime utiliser tout ce qui est nouveau. Fait que quand j'ai la chance de pouvoir le faire, je le fais. Fait que c'est pour ça que je peux dire que oui, mon projet a évolué au fur et à mesure que tout se faisait. OK. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues au début, puis qui sont concrétisées par la suite, finalement. Ça marche beaucoup par inspiration. Hein? C'est beaucoup de l'inspiration. Oui, j'imagine, oui. Quand je contemple vos œuvres, finalement, on est présentement au bon endroit pour le faire en plus. J'ai l'impression que le tout ouvre une porte entre deux univers, comme est mentionné sur la fiche publicitaire, c'est entre deux temps. La fiche explicative, au fond, qui est ici. Est-ce que cela correspond à ce que vous désiriez atteindre? Si oui, à quel moment cette vision s'est-elle imposée dans votre démarche? Oui, c'est un très bon point de vue. C'est ce que je voulais faire. Je voulais que les gens, en voyant les photographies, prennent un pas de recul puis se posent la question. Okay. C'est quoi? C'est quelque chose, je voudrais... Parce qu'il faut quand même se mettre dans le contexte. On vit à une époque où on prend des photos, on prend des photos, on prend des photos. Mais si on veut faire quelque chose d'original, c'est important d'apporter sa touche personnelle. Ouais. Puis c'est un beau défi pour moi de faire ça. Parce que je me suis dit, je vais présenter nos édifices, nos décors, nos paysages d'une façon un petit peu différente pour que les gens puissent le voir sous un autre angle. Puis redécouvrir d'une certaine façon. C'est ça, pour le fun, pour le plaisir. Ouais. Parce que, écoutez, vous parliez de photos, c'est sûr que c'est de notre époque d'avoir des albums photos à n'en plus finir, finalement. Maintenant, toutes nos photos sont dans nos téléphones. C'est vraiment autre chose. Oui. Regarde, ma mère est décédée et je me suis mis à regarder les anciennes photos. Et mon Dieu, qu'il y a du souvenir là-dedans.
C'est un livre d'aventure. Et même des albums de famille qui doivent dater du début des années 1900, où que je vois mes grands-parents et je vois des photos finalement en métal, en noir et blanc, avec juste les joues rosies. C'est assez particulier. C'est passionnant, c'est passionnant. En effet. Vous avez parlé d'une série photographique. Celle-ci peut, je crois, se traduire en une réflexion plus large sur le territoire et le temps aussi. Oui, évidemment, avec le temps, j'aimerais... j'ai déjà démarré une deuxième étape par rapport à ce projet-là. Et puis, la première étape, celle qu'on peut voir actuellement, c'est surtout la ville de Thetford, les environs. Et j'aimerais ça un petit peu élargir mon champ d'activité, aller rencontrer peut-être des gens un petit peu plus loin, puis montrer encore une fois cette partie peut-être un petit peu plus villageoise, peut-être un petit peu plus en campagne, faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est un autre beau défi là, qui n'est pas encore tout à fait planifié totalement, mais que je réfléchis, mais qui va très bien suivre avec l'idée qui est démarrée. Donc le projet risque de se poursuivre et ouvert. même de s'étendre finalement. Oui, c'est ouvert. Ouais. Parfait. Le titre de l'exposition associe un territoire précis, donc les Appalaches, à un concept qui est plus complexe quand même, le verniculaire. Ça veut dire quoi le verniculaire et comment ces deux termes-là s'articulent-ils? En fait, comme je vous l'ai expliqué tantôt, le territoire était un lieu de prédilection pour prendre la photo puis le présenter sous un angle différent. Puis la photographie vernaculaire s'est avérée une belle opportunité pour moi. Et le vernaculaire, c'est quoi exactement? C'est une bonne question. La photographie vernaculaire, si je peux me permettre la définition, je pense que le dictionnaire s'exprime mieux que moi à ce niveau-là. On dit la photographie vernaculaire désigne des images produites en dehors de toute intention artistique. Principalement par des amateurs, pour un usage fonctionnel, domestique ou documentaire. Alors, si on veut, j'organise un petit peu qu'est-ce qu'on entend par ça. C'est toutes les photos de famille qui datent là, des années 1900, 1920, 1930, 1940, qui pour certains sont plus très, très significatifs. On ne sait plus c'est qui cette famille-là, on ne sait plus c'est qui ces personnages-là. Bien, moi, c'est à ce niveau-là que ça devient intéressant. Je les achète dans des brocantes, les gens m'en offrent, puis c'est avec ça, c'est mes matériaux pour travailler. Ouais, c'est un matériel de base que vous utilisez et que vous mettez finalement, vous placez dans vos œuvres. La définition que je vous ai lue, ça traite spécifiquement de la photographie vernaculaire. Mais le vernaculaire en tant que tel, ça traite beaucoup plus large. On peut traiter des anciennes affiches, toutes sortes d'objets d'époque un peu vintage là, qu'on peut... c'est d'ailleurs pour ça que dans mes photos, de temps en temps, on a un petit feedback de ce qui a déjà été. C'est ça. Parfait. Vous avez finalement parcouru la région, beaucoup, à la recherche de lieux marqués par le temps. Qu'est-ce qui vous attire à la base dans un lieu, un bâtiment? Bien, je pense que dans la réalité qu'on est, on est dans une ville où il y a eu des mines, où il y a des gens qui ont travaillé dans ces lieux-là. Ça nous interpelle particulièrement. Hein? On s'inspire d'où on vit. Puis ça m'a rattrapé. Et puis, je suis particulièrement attaché à où il y a des stigmates, où il y a eu du vécu, où il s'est passé quelque chose. Puis je pense que la ville de Thetford, c'est une ville où il s'est passé quelque chose. Il s'est vécu des choses à Thetford. Il y a des lieux qui ont une âme, on pourrait dire. Ben voilà. Quelle ville peut se vanter d'avoir des paysages comme les mines qui sont présentes dans cette exposition-là, que j'ai pris dans les alentours? On n'y pense plus parce qu'on reste ici et on passe à côté chaque jour. C'est ça, on les voit plus tellement, on est habitué de les voir. Mais il m'est arrivé, à un moment donné, mon père qui habite à l'extérieur, à un moment donné, par une visite, j'ai montré ça. Puis lui, il était estomaqué de voir ces choses-là. Puis ça m'a fait réaliser à quel point, quand même, on est privilégié de vivre dans un lieu où il y a une histoire. C'est passé quelque chose, puis on est fiers de ça. Puis aussi, il faut le dire, l'architecture m'attire. Puis tout ce qui a une histoire. Ça fait une quarantaine d'années que je suis dans la région, puis j'ai côtoyé un paquet de monde de la région. J'ai entendu parler du Balmoral, du Cactus, des lieux, des restaurants. Ça fait partie de
hein, de notre culture. De notre vie, de notre quelque culture. sorte. Ça a passé des bons moments, là. Puis, ben, on veut s'en rappeler. Oui, c'est une très belle façon de le faire par l'art, finalement. Ben voilà. Diriez-vous qu'il y a des lieux qui vous ont parlé avant même que vous les photographiez? Absolument. Je dirais que l'hôpital à Thetford, architecturalement parlant, c'est très intéressant. C'est tellement beau, l'hôpital à Thetford. J'ai rarement vu un bel hôpital comme ça. Peut-être parce que j'ai déjà travaillé dans le milieu hospitalier, je suis attaché par la chose, je vous l'avoue, mais c'est un bel édifice. Le vitrail, quelle belle architecture. Alors, évidemment, certains lieux, certains bâtiments historiques de la rue Notre-Dame aussi peuvent ne pas nous laisser indifférents. Parfait. Vous avez également intégré finalement des photographies anciennes d'individus qui sont aujourd'hui disparus. Qu'est-ce qui vous touche dans ces visages de jadis? J'imagine qu'il y en a peut-être qui vous ont davantage inspiré. Bien, je dirais que le fait de s'intéresser spécifiquement aux photos anciennes fait en sorte qu'on découvre comme quelque chose de particulier dans l'histoire de la photographie, en quelque sorte, parce que la photographie argentique de l'époque donnait un rendu assez particulier, puis les gens aussi, c'est pas comme aujourd'hui, les gens à l'époque se faisaient photographier, puis c'était sérieux, photographie, ils étaient contents de se faire prendre en photo. Il y avait un sérieux. Il y avait aussi... On se mettait beau pour se faire photographier dans ce temps-là aussi. Oui, c'est ça. C'était une occasion spéciale. C'est ça. Puis ça m'interpelle quand j'ai le visuel là, de la personne qui me regarde droit dans les yeux, puis que là, je me rends compte, cet individu-là a déjà été avec nous, peut-être pas avec nous autres à notre époque, mais cet individu-là a foulé le sol qu'on foule, puis aujourd'hui, il n'est plus là. Et puis, ça ne me laisse pas indifférent. Ça fait que, oui, ça m'interpelle. Oui. Au fond, leur présence a déjà été active. Puis on essaie de perpétuer peut-être leur mémoire, leur image, d'une certaine façon. On dit que votre démarche cherche à raviver la mémoire enfouie des lieux et à créer des œuvres où le passé semble reprendre son souffle. Est-ce un geste de sauvegarde du passé ou plutôt de réinvention de la mémoire et de l'imaginaire? Écoute, toutes ces réponses sont bonnes. OK. Oui, effectivement. Il y a un peu une conjugaison de diverses... Absolument. Ça ravive le passé, et puis l'imaginaire est présent dans les photos aussi. Oui, toutes ces réponses sont bonnes. Parfait. Comment avez-vous, en quelque sorte, procédé quand vous avez dû choisir les lieux et les portraits que vous avez intégrés à vos œuvres? Je dirais que je me fais des banques. Je me fais des banques de lieux. OK. Je fais des banques de lieux. Souvent, on se prend un bon café, moi et ma femme. On part en auto. Et puis, ma femme, c'est ma grande source d'inspiration. OK. C'est votre muse? Absolument. OK. Et puis, la photo du Balmoral est un exemple type. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu prennes le Balmoral. Le Balmoral, ça fait partie de la culture des gens de Thetford. Ça a été une institution. Puis, oui, bon, ça, c'est un exemple type, mais on part tous les deux, on va prendre la photographie. Et puis, après ça, ben, ça fait quand même une belle banque. Puis, à partir du moment où tu as tes bases, tes fonds photographiques, que j'appelle, avec les photographies d'époque, les personnages d'époque, avec l'allure qu'il y avait à l'époque, ben, c'est très inspirant. Puis, c'est à partir de là ben, qu'on va développer une photo qui s'inspire de tout ça. Là. OK. Vous avez évoqué cette question-là. Est-ce que ça aurait pu exister? Est-ce que celle-ci a occupé votre esprit pendant que vous faisiez le montage de vos œuvres? Je suis quelqu'un d'assez introspectif. Okay. Ça se passe, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent dans ma tête par moment. Et puis, effectivement, c'est le genre de questions que je me pose. Ça aurait été quoi la vie si on serait né 100 ans avant? Ça serait quoi? Ces gens-là qui sont plus avec nous autres, ça aurait été quoi pour eux s'ils seraient aujourd'hui avec nous autres? C'est toutes sortes de questions que je me pose en lien avec l'époque qu'on est, puis notre âge, puis notre réalité. Hein? Notre société carrément aussi. Oui. C'est tout ça qui bouillonne, puis à un moment donné, ben, ça se manifeste. Parfait. Vos images se situent vraiment à la frontière du réel et de l'imaginaire, je crois bien. Est-ce qu'il y a une recherche d'équilibre entre ces deux concepts-là qui se fait de votre côté? C'est un défi permanent.
OK. C'est mon défi. OK. C'est mon défi d'arriver à faire quelque chose que... D'harmoniser le tout. D'harmoniser, mais de laisser quand même un certain inconfort. OK. Okay, qui reflète assez bien l'aspect temporaire de la vie. OK. C'est important de réfléchir à la vie, tout ce que ça nous amène. Mais qu'il y a certaines de vos œuvres qui, oui, reflètent très bien ça. Ouais. Je pense que toutes vos œuvres reflètent ça. Mais il y en a que je regarde, mon Dieu, ouais, c'est vraiment ça. Et moi aussi, ça me laisse dans un état, des fois, de, mon Dieu, un questionnement. Je dirais pas inconfort, mais je dirais, oh mon Dieu, je pense que c'est indescriptible, au fond. Oui, c'est ça. Croire que l'on... Là, c'est Annie Lessard, vraiment, lors du vernissage, qui avait lancé cette idée-là. Là. Croire que l'on peut tout saisir en un seul coup d'œil est un piège. C'est une exposition qui mérite d'être vue à de nombreuses reprises. Les photos se dévoilent comme des confidences. On pensait avoir tout vu, puis un détail se révèle, puis un autre. J'imagine que c'est l'effet que vous recherchiez finalement au cours de votre travail. Oui, merci Annie pour... oui, elle a très bien détecté ça. Ah, ça m'a touché. Mais oui, effectivement, c'est le but recherché. Puis comme je vous ai expliqué un peu tantôt avec l'impact du vernaculaire, pas juste l'impact photographique, mais tout l'impact des détails, des objets qui ont été rajoutés à travers les photographies, ça crée quelque chose d'un petit peu différent, effectivement. Ça crée quelque chose d'unique, vraiment. Ouais. Déjà, à la base, je veux dire, je suis un amateur, mais moi aussi, je fais pas de photographie. J'aime ça, voir des anciennes photographies, moi aussi. C'est comme ça rappelle... Ben, des fois, ça rappelle même pas des souvenirs, mais ça crée des émotions quand même. C'est pas des... Des fois, je regarde d'anciennes photographies et je ne sais plus du tout c'est qui est sur la photo. Mes parents l'auraient su, mais pas moi. Mais ça laisse quand même comme... Ça imprègne une trace en soi, finalement, d'une certaine façon. Et c'est sûr, lorsque vous regardez vos œuvres, ben, on jette un premier regard, on en jette un deuxième. Ah, mais il y a ça. Et là, on s'écarte peut-être quelques instants, puis on y revient, mais... Ah, ouais, regarde, j'avais pas vu ça avant. Et c'est toujours une... On va de découverte en découverte, finalement, en les examinant. Juste la photographie comme telle. Une photographie, je regarde des fois les photographies il y a 20, 30, 40 ans. Une photographie, en soi, c'est subjectif. Hein? Oui. La façon dont on prend photo, ça va mettre un sujet en valeur ou pas. C'est qu'imagine quand on travaille en art visuel, puis qu'on ajoute des détails volontairement. Ouais. On s'entend-tu que c'est très subjectif. Hein? Ça fait que, écoute, on peut en mettre tant qu'on veut. C'est le plaisir que j'ai. Yes, j'imagine, oui. Hey, c'est assez incroyable quand on regarde tout ça. On retrouve des éléments qu'on ne pensait pas voir dans vos œuvres, mais qui complètent à merveille certaines d'entre elles. Par exemple, une horloge molle à la Dali, que j'ai été très surpris de voir de mon côté. D'où vient l'inspiration pour l'ajout de tels éléments? Bien, comme je vous ai expliqué tantôt, je fais souvent des tests. J'expérimente beaucoup de choses, puis comme tout le monde, je suis inspiré par tout ce qui est autour de moi. Salvatore Dali, c'est quelque chose d'unique. Ouais. Et puis, je me demandais si je devais mettre cette photographie-là, parce que je me sentais un peu comme un imposteur, d'utiliser. Mais je me suis dit, en quelque part, je l'ai mis parce que je la trouvais belle. Les personnages étaient beaux. J'aime Salvatore Dali. Et puis je me suis dit, c'est une belle façon aussi de témoigner ma reconnaissance pour tous les personnages qui ont passé. Oui, c'est un genre d'hommage, tous les artistes qui ont fait que l'art aujourd'hui est ce qu'elle est. Hein. Puis elle s'intègre merveilleusement dans ce portrait-là. En plus, c'est comme... Au début, on la remarque pas tout de suite quand on regarde l'œuvre globalement. Et par la suite, ah ouais, elle fit tellement bien là, finalement. Combien de temps était nécessaire pour créer l'œuvre la plus complexe? Vous devez en passer des heures quand même. Juste sur une œuvre, là, ça doit être incroyable. Écoute, quand on est passionné, là, on compte pas le temps. OK, ouais. On compte pas le temps. Moi, je me rends compte, des fois, ça fait 2 heures que je n'ai pas vu passer le temps. Ça. OK. Je me dis, oh, déjà 4 heures. Quand on aime quelque chose, le temps passe très vite. Okay. Hein. C'est dur de calculer. Je ne peux pas dire combien ça a pris de temps pour faire chaque photo. Mais souvent, je laisse reposer. Des fois, j'ai des blocages aussi. Hein.
Le syndrome de la page blanche, là, c'est pour tout le monde. Il existe aussi. Ah ouais? Absolument. En photographie aussi. Ah oui, j'ai vu des photos, là, à un moment donné. La base de la photo va rester sur mon bureau d'ordinateur pendant 3 mois. OK. 3 mois. Puis à un moment donné, j'ai une idée. Il y a un déclic. Et puis là, ça redécolle. Et puis là, ça fait quelque chose. Ça arrivait. Ça arrivait de temps en temps, oui. Fait que souvent, on laisse mijoter. Oui. Puis à un moment donné, il y a un éclair de génie qui passe. La pression, en tout cas, personnellement, la pression ne fonctionne pas. Il ne faut pas que je me mette de pression. Si j'ai une commande, moi, je ne travaille pas bien. Ça me prend du temps. Les gens qui me demandent des choses, je le dis souvent, il ne faut pas que vous soyez pressés avec moi. Ça me prend du temps. Que voulez-vous? Mais le temps est déjà très représentatif aussi de vos œuvres, je crois bien. Mais mon Dieu, regarde, je peux comprendre. Écoute, je regarde tous les détails, je regarde toutes les modifications qui ont été faites, les ajouts. Ouais, je peux imaginer que, regarde, ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Quelle est l'œuvre qui, personnellement, vous parle le plus ou que vous préférez? Je dirais que l'œuvre à laquelle j'ai consacré le plus de réflexion, c'est celle du journal Le Mineur, qui est exposé juste derrière nous, en bas à gauche. Et puis, j'ai un descriptif spécifique pour cette œuvre-là. Si vous voulez, je peux vous le lire. Oui, allez-y. Vous êtes d'accord, hein? OK. Alors, l'image se présente comme un palimpseste de mémoire où plusieurs temps, où plusieurs récits se superposent sans jamais se résoudre complètement. Rien n'y est stable. Les corps, les lieux et les mots semblent flotter dans une même matière grise, comme retenus entre apparition et disparition. Au premier plan, un visage partiel, fragmenté, presque effacé. Il ne s'offre pas comme un portrait classique, il est tronqué, altéré, comme si l'identité elle-même avait été entamée par le temps et par l'histoire. Ce visage n'est pas un individu, il devient une figure collective, un témoin silencieux. Le texte, journal, première année, avril 1910, agit comme une preuve d'archive, mais une preuve fragile. Il ne raconte pas directement, il suggère. Il évoque le travail, la transmission, peut-être l'apprentissage, ou l'entrée dans un monde dur, structuré par la discipline de la survie. Les mots se lisent mal, comme si la mémoire refusait d'être totalement déchiffrée. Dans la partie inférieure, le paysage minier s'étend. Les maisons, petites et serrées, semblent écrasées par le relief et par l'histoire qu'elles portent. Ce n'est pas un décor, c'est un lieu vécu, habité par l'effort, la répétition, la fatigue. Le sol paraît labouré, blessé, en écho aux corps qui y ont travaillé. L'enfant renversé, presque spectral, introduit une rupture émotionnelle. Il incarne à la fois l'innocence, la vulnérabilité, mais aussi la transmission forcée. Naître ici, c'est déjà appartenir à ce territoire et à son destin. Son regard ne s'adresse pas frontalement au spectateur, il semble plutôt regarder à travers le temps. Wow! ça définit assez bien mon état d'esprit quand j'ai fait cette photographie-là. Je voulais que ce soit quelque chose qui est assez représentatif pour un homme qui a travaillé dans les mines toute sa vie, puis rendu à mon âge, peut-être même un peu plus vieux, fait le constat de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a apporté à sa collectivité. Ça ne peut pas nous laisser insensibles. Parce que vois-tu, moi j'ai une maison qui a travaillé dans les mines jusqu'à la toute fin, finalement, la mine du lac. Je pense que maintenant, quand même, autour de 75 ans. C'est sûr, des mineurs. Moi, j'en ai connu un paquet dans le temps. Mais on en connaît de moins en moins qui ont passé par les mines. Le temps avance beaucoup. C'est une trace du passé qui reste quand même, qui marque notre région au grand complet. Vois-tu, je suis d'Israéli et je pense que beaucoup de monde d'Israéli travaillait dans les mines aussi. Finalement, quand on contemple vos œuvres, je crois qu'il est possible qu'on en vienne à douter, finalement, de l'époque à laquelle elle appartient l'image. C'est un peu ce que tu me disais tantôt aussi, finalement. Tu voulais mettre un doute peut-être dans l'esprit des spectateurs. Tu me fais plaisir. C'est vraiment ça. Vous avez parlé de rencontres, de discussions avec les gens lorsque vous avez recueilli les photos anciennes.
Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce que vous a apporté finalement ces échanges humains dans le processus de création? Ça a été très utile parce que j'avais besoin de photographies anciennes pour faire mes photographies, mais ça m'a apporté d'autres choses que je ne m'attendais pas. Ouais. Je suis allé jaser avec les gens. Je me suis intéressé à eux, ils sont intéressés à mon projet. Mais j'ai eu des feedbacks aussi parce que je leur montrais un petit peu la façon dont mon projet évoluait. Puis les gens étaient très positifs. Les gens aimaient ça. Les gens trouvaient ça beau. Puis ça m'a stimulé pour continuer. Okay. Fait que ça m'a montré aussi une autre caractéristique des gens de la région. Les gens sont tellement cordiaux, très généreux. Ils se sont impliqués dans mon projet. Il y en a qui m'ont « Ah, j'ai quelque chose pour toi, je vais te rappeler. » Ils me rappelaient « Viens chercher photo, on a ça pour toi. » Fait que c'était... je garde un très, très bon souvenir de ça. OK. Ça vous a marqué d'une certaine façon, donc. À quel moment commence réellement l'œuvre pour vous? Lors de la collecte, de la prise de photos, de l'assemblage, ou un peu tout ça, finalement? Je dirais que tous ces points-là sont très importants, mais c'est au niveau de l'assemblage que le plaisir commence. Que le plaisir commence. Une fois que j'ai ciblé le décor, une fois que j'ai ciblé le personnage que je vais utiliser, puis que je commence à sentir qu'il y a une certaine synergie, il y a quelque chose à faire avec ça, là, ça commence à devenir intéressant, puis là, j'ai du plaisir. C'est là que le fun commence. Ah, ouais. On embarque à fond. C'est ça. Yes. Le travail de calque, de fil, de transparence, cette transformation semble centrale. Comment ces techniques contribuent-elles à alimenter vos œuvres, selon vous? C'est essentiel. C'est essentiel. La transparence, quand on parle du temps, ça donne une autre dimension. Et puis, presque des fantomatiques à un certain niveau. C'est ça le but. Le but, c'était pas de créer des fantômes, mais de faire prendre conscience que la vie, c'est temporaire. Ces gens-là, ils sont plus là. C'est que la transparence est essentielle dans ce type de photographie-là, dans ce type de travail-là. Donc, les calques, c'est un outil qui est fantastique parce qu'on peut faire différents types de calques, on peut faire différents types de filtres, on peut installer différents types de plugins. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes d'outils aujourd'hui qui sont extraordinaires qu'on peut utiliser pour optimiser, pour améliorer notre travail. Ça fait que ça nourrit vraiment mes passions. OK. Ça demande un certain temps et on refait, j'imagine, à un certain niveau aussi. Oui, mais je dirais que c'est quand même à portée de pas mal de monde parce qu'on n'est pas obligé de maîtriser totalement tous les outils avant de réussir à faire quelque chose. On commence petit à petit, puis à un moment donné, au fur et à mesure... On prend l'habitude d'une certaine façon, Oui. Avec la pratique... Oui, puis on prend des notes. Puis à un moment donné, ça devient plus familier, c'est plus facile. OK. Mais on cherche toujours à aller plus loin. Ça fait que, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, j'imagine en fait. Vous avez mentionné avoir déchiré certaines images. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne vous plaisaient pas? Parce que ça n'allait pas dans le chemin que vous vouliez? C'est important de mettre cette question-là en perspective. J'ai jamais déchiré des photographies des originaux, là. Pas du tout, là. Mais des copies que vous faisiez. De mes photos que je n'étais pas satisfait, j'ai aucun intérêt à conserver quelque chose qui ne me plaît pas. OK, ouais. J'ai tellement de photos déjà chez nous. Si en plus je conserve ceux qui sont pas pertinentes. Ça fait qu'il y a des œuvres qu'on efface mais on recommence. Absolument. Okay. Ça, c'est l'histoire de ma vie, là. OK. Ouais. Essai-erreur. OK, c'est de même fonctionner beaucoup dans la production de vos œuvres. Le noir et blanc, il occupe une place importante. J'imagine à la base que les photos anciennes, ils sont toutes en noir et blanc. Donc, pour que ça s'harmonise, il faut faire du noir et blanc. C'est ça, je comprends très bien quand même. Mais est-ce un choix quand même esthétique, symbolique ou autre chose? Vous avez pas mal touché le point. Le noir et blanc, c'est intemporel. Ouais. Ça fait que déjà là, ça aide à uniformiser le temps. OK. Ça fait que c'est un outil non négligeable. Mais le noir et blanc aussi, ça rend les textures un petit peu plus visibles. Ça donne du drame, ça donne de l'intensité émotionnelle aussi à une photographie. Ça fait que tous ces éléments-là font en sorte que, dans mon choix, quand on décide de faire une série photographique, on prend des décisions. Puis dans mon choix, je pense que c'est un choix pertinent pour rendre la collection plus attrayante. OK. Sinon, ça vous aurait peut-être obligé à coloriser les anciennes images, finalement. La couleur, ça distrait, hein?
Ouais, il y a peut-être ça aussi. Ça complique les choses, ça complique les choses. Okay. Je ne dis pas que c'est pas beau, là. Non, je suis d'accord avec vous. Mais dans ce que je voulais faire, le noir et blanc était parfait. Vous, là, j'ai en face de moi une photo que je viens de réaliser. C'est à quel endroit? Et je viens de passer par là, justement. L'arche sur le boulevard Carouette, au fond. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Que souhaitez-vous que le visiteur ressente en sortant de l'exposition? J'aimerais ça que, comme quand on va voir un bon film, là, qu'on était content, c'était une belle aventure, on garde quelques souvenirs. J'aimerais ça que ce soit un peu comme ça. OK. Mais il y a plusieurs aventures ici qui sont projetées, finalement. Je pense qu'on ne peut pas ressortir d'ici insensible à ce que vous avez produit, finalement. Regarde, il y a un aspect d'émerveillement aussi qui se produit. Je crois bien, en tout cas pour moi, ça a été le cas. Je crois bien que c'est vrai pour la plupart du monde aussi. En quelque sorte, moi je pense que chaque personne qui vient voir ça va en quelque sorte projeter aussi sa propre mémoire, surtout sur des lieux qui sont très connus. Mais des fois, il y a des lieux très connus qu'on ne reconnaît pas nécessairement. Chez l'art de votre vernissage, vous avez parlé d'une photo en particulier, que vous avez rajouté des arbustes et tout le kit, et que ça avait été pris cet été pendant les travaux de rénovation sur la rue Notre-Dame. Et si vous n'en avez pas parlé, mon Dieu, je serais peut-être passé à côté de celle-là. Pensez-vous que l'art peut faire en sorte d'aider à préserver une mémoire collective vivante? Bien, effectivement, je pense que, ou du moins, l'art peut réactiver le souvenir, la mémoire. C'est fondamental dans une société, hein, de conserver une bonne mémoire de ce qui s'est passé, une trace de ce qui s'est passé. Et puis, d'ailleurs, un photographe montréalais cette semaine, ou la semaine passée, qui a fait passer un article dans le journal La Presse, qui fait le constat que, oui, au Québec, on n'a pas d'institution pour la préservation du patrimoine photographique. Donc, je pense que c'est catastrophique d'une certaine façon, parce que c'est notre souvenir, c'est notre histoire. Parce qu'en Europe, il y a plusieurs édifices qui ont fait la préservation des photographies anciennes. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais écoute, en Europe, ils ont quand même une tradition peut-être à ce niveau-là. Je veux dire, ils ont beaucoup plus d'histoire que ce que nous, on en a quand même. Mais on commence à en avoir un peu quand même. Oui, beaucoup quand même. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Vous avez parlé de notre époque comme étant mouvementée, mais extraordinaire. Comment votre projet dialogue-t-il avec le présent? Bien, mouvementé dans le sens que je ne fais pas l'autruche, je suis conscient de tout ce qui se passe, toute la problématique. La réalité n'est pas pareille pour tout le monde dans ce monde-là. Hein. Mais artistiquement parlant, je considère que c'est quand même une époque extraordinaire dans le sens où on a l'opportunité de consulter une panoplie de livres, Internet, pour se cultiver, hein, artistiquement parlant. Donc, en ce sens-là, c'est une époque qui est extraordinaire. OK. Le mouvement apporte la création aussi, d'une certaine façon. Absolument. Parfait. Est-ce qu'Appalaches Vernoculaire a modifié votre propre regard sur la région? Oui, effectivement, parce que inévitablement, ça m'a amené à faire des recherches sur les lieux, sur les institutions, sur les individus. OK, votre curiosité était Oui, c'est ma curiosité. C'est pas juste le bâtiment, c'est son histoire aussi qui vous accroche, au fond. Je connais pas encore tout. Là. Je me considère pas comme un connaisseur ni un historien, mais j'ai appris à mieux connaître quand même par le fait que j'ai fait des recherches, puis ça m'en a appris sur la région, sur la réalité des gens qui ont bâti notre région. Après cette exposition, y a-t-il une trace que vous aimeriez laisser dans la mémoire du public? Même si on sait que c'est pas le dernier projet, là. Bien, je pense que mon but ultime, c'est qu'on soit fiers de notre région, qu'on soit content de notre réalité, de ce que nos ancêtres ont bâti, de ce qu'on continue à bâtir. Je pense que c'est important. Parfait. Si Appalaches Vernoculaire devait pour vous se résumer en une image ou une sensation, laquelle serait-ce? Beaucoup de reconnaissance. OK. Simplement, de la reconnaissance. Parfait. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population? D'abord, les inviter à venir voir le tout. Oui, j'ai un dicton. Oui. C'est un dicton africain qui dit si on veut savoir où on va, c'est important de savoir où on vient, d'où on vient. Et où on est aussi.
C'est pour ça que je n'arrête pas de parler de l'importance de préserver notre patrimoine photographique. C'est fondamental pour qu'on se rappelle. Et je pense que c'est important de laisser nos téléphones cellulaires, puis de communiquer entre nous autres, de s'en parler de ce qui s'est passé. C'est quoi qui s'est passé là pour qu'un jour surgisse un bâtiment de la sorte? C'est quoi que c'est... Il y a plein de questionnements qu'on laisse en suspens des fois parce qu'on est distrait par toutes sortes de choses. Mais je pense qu'on a quelque chose à raconter. Parfait. Donc, l'exposition se déroule ici à la Station des Arts. C'est jusqu'au 12 avril. C'est les vendredis de 15h à 20h et les samedis et dimanches de 10h à 16h. Et il y a aussi une visite guidée avec le créateur le 12 mars. C'est de quelle heure à quelle heure de ce côté-là? C'est un 5 à 7. Parfait. Bon, mais merci beaucoup, Luc. Ça a été une superbe entrevue. Merci infiniment. Merci et bon succès avec cette exposition. Merci beaucoup.